nous tenons d'abord à remercier en fait le WARC qui nous accueille aujourd'hui, particulièrement son directeur, le professeur Ousmane Sen. Le WARC, comme vous le savez, quelque part, c'est un espace où les gens se retrouvent quelque part pour échanger, pour discuter. Donc, évidemment, nous remercions le professeur pour cet accueil-là. Nous sommes revenus aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la journée de libération de l'Afrique. La section Grilla a tenu à organiser cette conférence qui nous réunit ce matin sur le thème « L'Afrique dans le système monde au XXIe siècle, lutte pour la souveraineté panafricaine » qui sera animée tout à l'heure par le camarade Aziz Salman Fall. Aziz Salman Fall, il est politologue, internationaliste panafricaniste, membre du comité Forum Tiers-Monde. En même temps, Aziz est enseignant-chercheur à l'université McGill au Canada et à l'université Lucas. Pour nous, Aziz représente plus ou moins un symbole d'engagement pour l'Afrique depuis plusieurs décennies, en fait. Il a mené plusieurs luttes contre le système de l'apartheid, la présence des bases militaires étrangères en Afrique, l'émancipation de la femme, les questions liées à l'écologie, entre autres. Il a également coordonné le Comité international Justice pour Thomas Sankara. Cet engagement, d'ailleurs, a permis récemment la condamnation en fait, des auteurs de l'assassinat de Thomas Sankara ainsi que de leurs complices, bien que, évidemment, ce succès n'a pas été bien relayé dans les médias nationaux au Sénégal. Bon, c'est un peu dommage. Et pourtant, quelque part, je pense que c'est un événement important pour la justice au niveau africain. Donc, c'est aujourd'hui un honneur et un grand plaisir de recevoir Aziz, qui va s'entretenir avec nous sur ce sujet-là dont j'ai parlé tantôt. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aziz pour qu'il commence sa conférence. Merci. Alors, je disais que j'étais à la fois très content d'être parmi nos membres, d'avoir la chance enfin de pouvoir interagir avec nos camarades sur un sujet aussi vaste que celui qui m'a été donné de traiter aujourd'hui. Je remercie effectivement le WARC. Alors, comme c'est une journée sur l'Afrique, nous occupons l'espace américain, comme vous le savez. C'est un acte de souveraineté aussi, en même temps qu'on reconnaît la teranga de ceux qui nous ont accueillis. Mais je crois qu'il est très important que les Africains prennent conscience que le continent est assailli, pas seulement par toutes ces fondations qui chacune essaye d'une certaine façon de travailler pour leur bien, de leur vision politique, mais surtout par des forces militaires. Et la toute dernière a été la présence d'une force de facilité canadienne au Sénégal. La plupart des Sénégalais probablement l'ignorent, mais c'est un article de notre camarade Ahmed Lo qui arrive ce soir, qui nous avait alerté il y a déjà quelques années sur l'imminence de cette base. Et donc, comprendre le système mondial, c'est quelque chose de très long et de très complexe, dans la mesure où il y a différentes visions de ce qu'est le système monde et comment l'Afrique y est insérée. Alors, je suis un peu embarrassé parce que j'ai produit un papier relativement assez long que je ne vais pas vous asséner. Je vais essayer d'expliquer en termes succincts la teneur de ce papier et ultérieurement peut-être le partager avec les camarades, puisqu'en principe c'est l'objet d'un ouvrage à paraître incessamment. La question d'un système monde est complexe dans la mesure où ça correspond à une grille d'analyse déjà. C'est des écoles de pensée qui relèvent de la grille système monde. Nous nous insérons dans cette grille, dans le sillage de Brodel, Samir Amin, Wallerstein, Polanyi et d'autres qui vont contribuer à l'édification de ce corpus qui vise à démontrer la reproduction sociale, de montrer en fait comment ce système monde s'est mis en place. Alors le premier problème, c'est l'historicité de ce système monde. C'est-à-dire depuis quand est-ce qu'il existe ? Il y a dans ces écoles de pensée une rivalité
sur la périodicité dans laquelle s'est vraiment agencé ce système. Pour comprendre le système monde, il faut d'abord venir sur la question du monde. Donc le monde est un produit qui, selon les conceptions créationnistes, aurait été créé avec l'univers. Et dans les théories de l'enchantement, dans les périodes où les sociétés ont besoin d'expliquer l'inexplicable, la complexité, elles vont recourir à l'enchantement. Et donc, il y a des mythes fondateurs dans la plupart des sociétés humaines qui vont expliquer par la création l'avènement de l'univers et bien sûr l'avènement du monde. Dans ce monde arriveront plus tard les humains étant le dernier maillon des vivants. Alors, ce monde, il ne prend conscience de lui-même qu'après un long processus. La plupart des sociétés s'ignorent. Donc, les gens sont à mesure que le processus d'hominisation se fait. C'est un processus qui est relativement long, mais court dans l'histoire de la biologie. À mesure que donc on prend conscience de l'existence de l'espace, des divagations, des pérégrinations des premiers Africains qui sortent par vagues, donc sous la forme d'abord des familles des hominidés et plus tard sous la forme des êtres humains constitués autour de 200 000 ans et moins. Et donc ce processus d'hominisation, c'est le premier phénomène de mondialisation. On ne l'explique pas assez, mais c'est le phénomène par lequel la conquête de l'espace va se faire. Cette conquête de l'espace se fait à partir du rameau africain. Il a une importance dans la mesure, comme on le sait, les travaux de Charanta Diop dans le sillage des Liquets et des autres ont essayé de démontrer le caractère à la fois du rameau phylétique négroïde et de la lente transformation des autres espèces humaines par la sélection et l'adaptation. Et c'est ça qui va permettre la différenciation qu'on va communément appeler les races à partir du rameau africain. Donc, jusqu'à une période relativement récente, la première forme de mondialisation fait que l'Europe que vous voyez aujourd'hui est principalement peuplée de populations africaines, donc de populations ressortissant du continent africain jusqu'à l'Angleterre actuelle. Et d'ailleurs, pas si longtemps, on a retrouvé les traces donc, de l'ancêtre finalement des Anglais. Et alors Desawa, c'est une personne négroïde avec peut-être des yeux récessifs plus clairs. Donc, il y a un processus d'hominisation qui s'est fait et dans lequel, là, on ne parle pas d'économie, on parle vraiment de la prise de possession du phénomène de mondialisation par la colonisation humaine. Ces sociétés humaines qui se mettent en place vont passer par un long processus d'évolution. En général, on va le classer sous la forme du paléolithique, ensuite de la forme du néolithique. Et c'est autour du néolithique que la sophistication sociale apparaît, avec des sociétés qui se sédentarisent et d'autres qui sont nomades. Et là, se pose toute la question de la domestication des plantes et de la capacité de pouvoir les renouveler comme stock sous la forme de ce qui va être l'agriculture. Donc là, il y a beaucoup de tergiversations historiques sur quand est-ce que l'agriculture apparaît. Donc il y a le bassin mésopotamien, il y a la vallée du Nil, les grands ensembles où effectivement du limon fertile permet que des populations se fixent et puissent d'une certaine façon domestiquer et pousser jusqu'à l'agriculture. C'est dans ces processus de brassage que ces premières sociétés humaines se font et déjà là on peut aussi attester des premières formes de mondialisation par les échanges, des échanges de premiers produits qui sont faits par des populations qui s'ignorent, par des gens qui les mettent en lien, soit par pérégrination, aventuriers, et petit à petit, établissement anthropologique de différents groupements humains. Donc, on peut dire effectivement que les premières formes de socialisation de ce système-monde se font à partir de zones qui vont amener le peuplement de la planète entre la période de 18 500 jusqu'à à peu près 5000 ans. Donc, ce qu'on appelle communément l'Antiquité. Or, dans cette Antiquité, il s'avère, et c'est là qu'arrivent très vite les premières grilles, il s'avère que certaines grilles considèrent que le processus de mondialisation commence déjà et que les premières formes de sophistication des sociétés tributaires et de mise en commun de l'accumulation commencent déjà dans des sociétés qui s'approprient la terre, qui s'approprient les échanges et qui commencent déjà à développer sociologiquement et économiquement des rapports entre eux et avec les autres. Donc là, on parle des sociétés antiques. Par exemple, la société égyptienne, qui a une stabilité relative de plus de 3000 ans,
les sociétés du Moyen-Orient, mais aussi les sociétés des espaces américains, donc les Aztèques, les Mayas, etc. Ces sociétés, en général, s'ignorent, sont en lien par certaines personnes peut-être qui ont pu les communiquer, les mettre en lien, mais s'ignorent. Donc on peut dire qu'un premier système monde se met en place, mais la matérialité de la relation à caractère économique, politique n'est pas encore assez forte, quoique on voit dans le bassin, en tout cas du Moyen-Orient, dans le bassin du nord de l'Afrique, qu'il y a déjà un brassage tout à fait significatif. Pour nous autres, l'apport africain a été très très important de la zone qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie et la Somalie, en remontant jusqu'à la zone d'Alexandrie. Les sociétés qui vont être là vont avoir une influence capitale sur la modernité. Et je crois que la modernité n'est pas, contrairement à la vision eurocentrique, un horizon qui a été atteint. C'est-à-dire que ces sociétés, par exemple, qui connaissaient l'astronomie sans en avoir les instruments, mais qui avaient les processus de datation, montraient qu'ils avaient une capacité d'abstraction scientifique susceptible de pouvoir interpréter le mouvement des astres et d'avoir une chronologie rigoureusement exacte, notamment, par exemple, avec l'évection de l'étoile Sirius et sa trajectoire elliptique. Il en est de même pour la médecine, la connaissance du corps, les systèmes géométriques, les systèmes de construction, etc. Donc, on peut dire que ces sociétés qui ont été rejetées d'une certaine histoire vont contribuer à édifier dès l'Antiquité les processus de mondialisation. Ils ne sont pas reconnus comme tels par les écoles de l'économie politique, mais dans les courants de Gunther Frank, dans les courants de Giles, on voit qu'on vient reconstituer, au moins sur une période de 5000 ans, l'existence de systèmes-mondes qui développent les premières formes tributaires. S'inscrivant à faux contre cette vision du monde, des penseurs comme Wallerstein ou comme Samir Amin constatent plutôt que les systèmes-mondes sont datables à partir des villes-États, à partir des sociétés donc de l'Italie d'aujourd'hui, de la Hollande d'aujourd'hui, et que ce long processus de maturation va avoir été lui-même généré par les invasions, notamment des sociétés almoravides, un immense empire entre Bagdad et Cordoue, qui installe les éléments de la modernité scientifique. Donc le savoir tel qu'on le sait, principalement les Arabes font la synthèse de l'espace indien, de l'espace chinois, des apports antiques et introduisent les éléments de la connaissance scientifique, les moulins à vent, les imprimeries, la brique, les systèmes de calcul, etc., etc. Donc il y a une matérialité qui est prise en forme par des sociétés qui, bien sûr, on n'a pas le temps de trop s'éterniser là-dessus, qui vont davantage avoir une conception non indivise de la propriété, donc les sociétés aryennes, avec une propriété du sol, avec un système du pater familias très différent, des sociétés beaucoup plus matrilinéaires ou matriarcales d'origine africaine. Et là, les travaux sur l'origine de la famille et les longs travaux de Morgan ou de Cheikh Anta Diop sont là pour édifier sur ce débat. Mais toujours est-il que la périodisation, qu'on soit dans le courant de Wallerstein ou dans le courant de Amin, montre qu'il n'y a pas nécessairement un déterminisme scientifique d'une histoire universelle, donc les étapes, on passe de sociétés esclavagistes primitives à des sociétés féodales jusqu'au capitalisme, mais qu'il y a des défis de périodisation. Et dans le cas d'Amin, il montre que c'est l'édification de la loi de la valeur à partir du moment où le processus d'accumulation qui se fait par un modèle de polarisation peut être identifié et au bas mot, ce système-monde existe depuis à peu près 5 à 6 siècles et pas plus. À ce moment, ceci correspond effectivement à la fin de la défaite de la période almoravide, à l'avènement des sociétés ibériques où effectivement le Portugal et l'Espagne, avec les bulles papales, se partagent l'espace africain et des Amériques et en font véritablement les périphéries de l'Europe, l'Afrique étant mise en contribution pendant 3 siècles sous la forme d'une main-d'œuvre servile qui est captive et qui est transformée en esclavage dans les espaces des Amériques. Ce processus va accélérer la maturation du capitalisme à partir du triangle et effectivement accélérer le processus à la fois d'accumulation et le processus de polarisation. À ce moment,
l'Afrique qui est sortie dans la période médiévale du legs, comme je l'avais dit, de l'Antiquité, va connaître des grands ensembles qui passaient eux-mêmes sur des trajectoires qui auraient pu peut-être aller vers la féodalité, mais ne sont pas allés, à l'exception peut-être de la Corne de l'Afrique, parce que notre conception de la propriété privée, le système indivise, d'autres dispositions cérébrales sur le commensal et le partage des biens communs, n'a pas disposé véritablement à ce qu'on aille vers un système d'accumulation basé sur le profit. Et donc, ceci va évidemment nous jouer un certain nombre de tours. Toujours est-il que cette accélération de la mondialisation va se faire à partir de cette période entre la phase médiévale et le 19e siècle, et on peut tergiverser sur cette périodicité. J'introduis une nuance entre Günter Frank et Samir Amin en posant plutôt un terme que je vais appeler le mégalo-ensemble. Le mégalo-ensemble exprime pour moi la réalité en fait de la construction d'un espace qui s'apparente à la mondialisation et qui va avoir en commun un outil tout à fait particulier qui est le mot Entwicklung en allemand, qui est le développement. C'est à partir du moment où, au XVIIIe siècle, les scientifiques commencent à comprendre que le processus d'évolution au niveau de la biologie est transférable au niveau de la sociologie, au niveau des rapports humains et même au niveau de l'économie, qu'il y a maintenant un détachement de la période de l'enchantement et un détachement de la période créationniste. Et le mot développement, qui est en fait l'augmentation du processus de l'évolution, commence à avoir une teneur tout à fait spéciale. C'est un terme qui peut s'appliquer à tous les champs du vivant et il a une matérialité, une inflation sémantique qui lui donne une très très grande chance. Et donc ce mot développement, il est au cœur du processus par lequel le capitalisme va s'emparer et va infléchir ce développement qui va maintenant revêtir différents qualificatifs. Et c'est ce développement qui est le cheval de Troie qui va permettre à la fois la croissance, mais l'idée que sans l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables d'être maîtres de leur destin et de dompter l'économie. Et cette transformation du modèle économique qui devient donc l'instante déterminante va changer la structure des sociétés. Et donc ici, la reproduction sociale va partir des bases matérielles d'existence et va favoriser des superstructures, des conceptions idéologiques qui correspondent petit à petit à l'édification du capitalisme. Donc pour résumer, on peut dire que dans la première phase, jusqu'à une période récente, dans le capitalisme naissant, ce sont les pouvoirs et les systèmes des pouvoirs qui créent la richesse. Avec le capitalisme, le modèle d'accumulation crée un système de richesse qui va générer les formes de pouvoir. Et c'est cette grande différence qui est la particularité du mode de production capitaliste qui a une faculté de s'étendre partout où il n'existe pas et de s'infiltrer par l'aliénation marchande. Donc au début, ça passe dans une phase mercantile, mais petit à petit, la transformation par la dépossession, l'accaparement des ressources, l'industrie extractive, l'utilisation de la force de travail des travailleurs, notamment ce qu'on appelait la paysannerie et le prolétariat, va générer un capital assez fort pour que les sociétés qui étaient basées sur les croyances métaphysiques et les institutions religieuses commencent à se désagréger et on voit apparaître à ce moment un instant de différenciation qui est effectivement l'avènement des formes de bourgeoisie. Et ces formes de bourgeoisie vont être évidemment en rupture avec les sociétés qui étaient féodales, qui avaient le nom, qui leur permettait d'avoir le pouvoir. Ces féodalités se désagrègent vis-à-vis de ceux qui ont eu la capacité d'accumuler et de constituer du capital. Et c'est de ce choc que va véritablement naître les philosophies des Lumières, les ruptures des rationalités et les révolutions dites bourgeoises. Donc ce sont ces révolutions bourgeoises qui accélèrent le processus à la fois de construction des États dans la forme moderne, principalement occidentale, quoiqu'il y aurait long à dire sur l'État oriental, qu'il soit asiatique, chinois ou indien. Toujours est-il que c'est la forme occidentale, bourgeoise dans les révolutions, avec les systèmes des droits, au début des droits pour les bourgeois, mais qui sont revendiqués pour les êtres humains. Et on a un peu en image l'horizon, liberté, égalité, fraternité, ouvert par la Révolution française et les révolutions irlandaises, anglaises et américaines. En même temps, il y a cette soif des résiliences des résistants, notamment les marrons dans les Amériques, qui essayent de rompre
le lien d'aliénation dans les Amériques. Et ce sont donc les grandes révolutions, que sont la révolution haïtienne, qui va le payer très chèrement par une dette de guerre que lui inflige la France. Mais donc, ce moment très long qui va permettre la mise en valeur du continent américain et la contribution de l'Afrique, qui n'est pas encore la périphérie de la mondialisation, puisqu'à ce moment, c'est l'Amérique qui est la périphérie, c'est ce long moment qui va donner à cette question du développement la physionomie du mégalo-ensemble. Quand ce mégalo-ensemble fonctionne, il fonctionne sur le mode du capitalisme et de l'impérialisme, c'est-à-dire la dépossession, l'exportation de capitaux, la guerre lorsque cela est essentiel, et la capacité de reproduction de ce système. Et c'est ce système qui va entrer en crise en Europe principalement avec ce qu'on appelait la colonialité et le colonialisme. Le colonialisme apparaît comme essentiel dans la perte de l'Amérique par les puissances européennes qui se retournent cette fois-ci vers l'Asie et vers l'Afrique pour pouvoir posséder ces espaces, ce qui va être les guerres de pénétration, des guerres très brèves, ça va durer à peu près 80 ans, ils vont perdre dans certaines grandes batailles, par exemple en Afrique australe et dans nos régions, mais vont finir par gagner. Et en gagnant, ils vont introduire le système du colonialisme, qui est au fond très simplement un système d'assimilation indirect dans le modèle britannique, un système d'assimilation directe dans les modèles latins, mais dont la vocation est la ponction économique et l'exploitation aux fins d'engraisser les métropoles. Ceci va en même temps attiser les mécanismes d'accumulation en Europe, amenant évidemment les rivalités inter-impérialistes vers la guerre. Il va y en avoir les deux guerres mondiales dans lesquelles nous allons être mis en contribution, évidemment. Et c'est à l'issue de ces guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, au moment où le dispositif arien s'effondre, que clairement les trois quarts du monde viennent se repositionner dans la demande de souveraineté. Donc les espaces latino-américains, africains et asiatiques, au sortir du second conflit mondial, disposent d'une armature institutionnelle, donc il y a un système onusien qui se met en place. Il y a l'identité de la coopération internationale, puisque le plan Marshall a été mis pour reconstruire l'Europe. Donc on sait qu'avec 2% de l'économie des États-Unis, on a pu reconstruire avec des conditionnalités les puissances européennes. Et donc il y a un précédent sur le fait que la mise en dépendance, la mise en tutelle peut permettre à un système de coopération internationale qui commençait déjà depuis le 19e siècle, mais qui va se raffiner vers le milieu du 20e siècle. Et donc les puissances vont résister à la demande de souveraineté de nos pays. Et cette demande de souveraineté va commencer de façon tragique par des ruptures. Ruptures notamment avec l'avènement de l'État d'Israël, l'avènement de la République populaire de Chine, qui emboîtent le pas tous dans l'effort de la révolution russe, qui était l'effort de la Première Guerre mondiale, qui avait déjà brisé le mode de production capitaliste en proposant une autre alternative. Et donc, on s'est retrouvé dans cette période dite de la guerre froide, où nous devions choisir. Et donc, nos indépendances, les journées que nous célébrons aujourd'hui, émanent de cette période où nos élites, un peu comme aujourd'hui, devaient choisir dans ces deux blocs, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et surtout au sein de leurs propres constituants, aller vers soit des confédérations, des modèles de fédération, ou alors des micro-États comme les métropoles les voulaient. Et c'est ainsi que les deux familles caricaturales qu'on retient, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca, se mettent en place. Alors, la fédération du Mali, que vous avez vu, était un grand espace de l'Afrique de l'Ouest qui aurait dû effectivement être un grand État. Il va finir en peau de chagrin. Aujourd'hui, j'entendais les responsabilités plus ou moins assumées avec rétrospective sur qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons échoué dans la fédération du Mali. Mais nous reviendrons sur cette question du Mali. Nous avons échoué à cette époque de construire une grande fédération et nous sommes retrouvés en tandem avec le Mali et, comme vous le savez, de Bois-Lambert a évacué les Maliens et nous sommes allés dans des trajectoires différentes. Toujours est-il que ce sont ces deux processus, les processus d'indépendance négociés avec les métropoles versus les processus où on a arraché nos indépendances par des luttes de libération. Ça commence par l'Algérie, ça finit par l'Afrique australe en apartheid et on a vraiment des physionomies d'État très différentes selon qu'on a arraché son indépendance ou selon qu'on a été octroyé avec des dispositifs de sécurité, des dispositifs de défense qui sont dans les clauses annexes de nos indépendances.
Donc, on peut expliquer que le démarrage de ce qui ressemble à l'Afrique institutionnelle est un très mauvais démarrage. Nous partons en rang dispersé, sous la coupe des grandes puissances, et nous avons une marge de manœuvre très étriquée dès le début, avec ces micronations et avec une institution qui s'appelle l'Organisation de l'Unité africaine, qui a du mal à faire respecter son engagement et qui a du mal à juguler les premières grandes crises. On pense là par exemple à la situation au Congo, la crise du Biafra, la question de l'apartheid, ces grandes crises qui vont littéralement freiner le développement du continent africain pendant les premières séquences. Donc c'est ce système monde qui se met en place et qui confie à l'Afrique la spécialisation internationale basée sur l'ancienne division internationale du travail. On est bon qu'à produire des matières premières agricoles, matières premières de l'industrie extractive, et nous sommes enfermés dans ce dispositif, fermant la possibilité d'une industrialisation, d'une modernisation ou même d'un système d'enseignement assez poussé, puisque nous sommes enlisés dans ce dispositif fermé avec un développement extraverti, c'est-à-dire que notre développement est tourné vers les besoins de la métropole en dépit que les souverainetés ont été pourtant déclarées. C'est là que les classes dominantes qui se mettent en place ont un rôle historique important. Et donc, nous utilisons le terme comprador pour désigner la subordination de la plupart des classes qui renoncent véritablement aux impératifs de leur développement en continuant le dispositif donc, de relais subalterne à l'ordre international. Malheureusement, ça a été la dominante de nos élites, et même s'il faut reconnaître que certaines trajectoires sont allées dans un sens différent, elles ont été contrariées par l'impérialisme qui était extrêmement puissant déjà dans la période du XXe siècle. Donc cette histoire, vous la connaissez toutes, et donc je tenais rapidement à revenir là-dessus pour bien expliquer que jusqu'à cette période, on est encore dans un modèle fordiste, système de production. Le développement est encore possible d'être infléchi, quoique dans les dispositifs onusiens lui-même, la SUNFED, qui était l'organisation en charge du développement, va être tuée dans l'œuf. On va mettre en place la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et on va leur donner des vocations de construire le développement une fois que la construction de l'Europe s'est faite. Ce qui était déjà une entorse à la coopération internationale, mais qui va se faire très rapidement. Et donc, on peut dire que le dispositif multilatéral avait été déjà dévoyé par les tenants, et on peut aussi dire que les superstructures, c'est-à-dire les organisations, sont le reflet de l'existence des rapports hégémoniques en place. Donc les superstructures, les organisations internationales, sont normalement des instruments de reproduction de l'ordre international. C'est difficile pour elles de ne pas le faire. Et les démocratiser, c'est presque impossible. La Banque mondiale, c'est plus de la moitié du capital est fait par les bailleurs de fonds. On ne peut pas démocratiser ces institutions. Donc, on s'est retrouvé très rapidement avec un dispositif multilatéral qui était tronqué, une coopération internationale qui, on va discuter pendant une dizaine d'années jusqu'en 1969 pour avoir un plafond à l'aide publique au développement de 1% qui ne sera jamais offert par les pays les plus puissants. Il va stagner à 0,7%. Et au moment où je vous parle, l'essentiel des pays avancés n'ont jamais dépassé le seuil de 0,35% d'aide publique au développement. Même l'argent qui est envoyé par les immigrants est supérieur à l'aide publique au développement. Donc, le système de la coopération était déjà tronqué dans le dispositif multilatéral, et il était difficile pour nos sociétés de fonctionner dans ce régime. Et là, je fais une histoire courte, mais comme vous le savez, je parle surtout pour nos jeunes membres qui n'ont pas connu, mais nos camarades comme Diallo Diop ou Vieux Diagne savent que le nouvel ordre économique international, les demandes pour un nouvel ordre mondial de l'information, c'est fait très, très tôt, dans les années 70, il y avait cette demande. Et en 1974, ça a été une fin de non-recevoir à ces demandes-là. En lieu et place, on leur a dit « achetez aujourd'hui, payez demain ». Donc, ça a été le processus d'endettement. Et c'est ce processus d'endettement qui va enfermer le continent africain très rapidement dans le processus d'accumulation accrue. Mais jusque-là, on est dans un système productif. Donc l'économie monde fonctionne encore sur un modèle productif. On n'est pas encore dans le modèle de la financiarisation, tout azimut, qui va arriver très tard à la fin des années 80. Donc nous avons été soumis à l'ajustement structurel. Donc au lieu que nos pays voient le monde, l'économie monde s'ajuster à nos besoins, c'est nous qui devions nous ajuster à ces économies-là. Et donc ça s'est fait avec le démantèlement du peu d'espace de souveraineté, avec le démantèlement de l'État social. Donc jusque-là, il y avait quand même un État-providence dans la plupart des formations sociales, y compris les pays du Nord. Et c'est cette érosion, ce désengagement de l'État
qui va résister. Et en résistant, on va introduire de nouveaux modèles, par exemple la bonne gouvernance, les mesures dimension politique de l'ajustement structurel. Donc, pour dompter l'État et le ramener à sa plus simple expression. Comme on disait à l'époque sous Diouf, moins d'État, c'est mieux d'État. Et donc là, l'emphase va être mise sur le secteur privé national et secteur privé extérieur. Sous le nom des investissements directs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va brader en fait des grands pans de nos économies, d'abord pour l'industrie extractive, nos sociétés d'État, les services, électricité, télécom, etc. Et cela ne va pas suffire puisque localement, du capital de bourgeoisie d'État vont elles-mêmes s'emparer de certaines de ces avoirs, mais une grande partie des capitaux vont venir de l'extérieur, ouverts au grand capital international. C'est à ce moment que ce degré d'ouverture est accéléré, alors que l'Afrique, à ce moment, aurait eu besoin d'une introversion et d'une capacité de pouvoir harnacher son développement. Des auteurs avaient déjà attiré l'attention sur le fait que si on laissait la cristallisation des États-nations perdurer et si on échouait au niveau économique à juguler ces saignées financières, en fait, nous allons hypothéquer les générations suivantes. C'est là que le capitalisme lui-même rentre dans une nouvelle physionomie. Donc cette nouvelle physionomie, c'est la globalisation, ce qu'on appelle la financiarisation. Il s'agit en fait d'un système d'actifs où les actionnaires et les managers des sociétés misent sur une sorte d'économie du casino dans des stock options, dans des systèmes de pension, des assurances, etc. Et c'est de l'argent qui fait de l'argent de lui-même, c'est-à-dire qui se génère ou s'autogénère en argent, déconnecté de plus en plus de la sphère productive. Donc, c'est ce système de financiarisation qui a été l'accélération du processus de mondialisation et qui s'accompagne à la coup des franches aux firmes transnationales. Donc, si on comprend bien, ce qui se met en place, dans mes explications rapides, vous avez un niveau national, un niveau international, et là, un niveau transnational qui n'est pas régulé par le droit et dans lequel fonctionnent les firmes multinationales qui sont devenues transnationales. Ce sont ces firmes qui se sont jointes au système de financiarisation, qui sont basées sur l'accumulation par dépossession, qui tiennent en fait le monde en otage et qui sont actuellement articulées sur la triade, principalement l'Europe, l'Amérique et le Japon, et qui n'arrivent pas cependant à freiner l'émergence de pays qui ont compris que par l'industrie extractive et par un autre type de développement, on pouvait compétir. Et ces pays, c'est des pays qui avaient su déconnecter et revenir en position, moindrement la Russie, mais principalement la Chine et l'Inde, qui viennent contester l'espace dévolu à la triade. Donc voici en substance, rapidement, la recomposition qui va se faire et qui va amener, dès le début des années 2000, l'Afrique à devoir faire des choix rapides. Alors, ici, pour faire une histoire courte, ce qui n'arrive pas à fonctionner au niveau économique va être compensé par le niveau géopolitique. En d'autres mots, la triade ne parvient plus ni par la coopération internationale, ni par l'économie de la dette à garder dans son escarcelle l'espace africain. Et les Africains commencent à avoir d'autres alternatives de coopération possibles avec l'Inde, avec la Chine. Ceci se traduit par une émission dans l'industrie extractive, la construction des infrastructures. Et c'est en même temps la panne du système institutionnel, puisque l'Organisation de l'Unité africaine est sabordée sous l'égide de Kadhafi, qui est le seul pays non endetté de l'Afrique, qui nous paye le satellite et qui dit « mais nous allons avoir un système monétaire différent, non plus à la remorque du modèle de la Banque mondiale, mais qui va sortir donc la BAD et créer une véritable banque africaine, donc maîtriser notre centralisation du surplus. » Ça, évidemment, les Occidentaux ne pouvaient pas le tolérer. Et comme vous l'avez vu dans nos documents, en 2011, la sortie de l'Africom et de la France assaille la Libye, fractionne le pays et le divise. Et là, vous avez un effet de ruissellement qui vient aggraver cette géopolitique du chaos. Cette géopolitique du chaos, elle est complexe. Elle a commencé avec les talibans en Afghanistan pour détruire l'Union soviétique et pour, évidemment, reconstituer l'espace de l'Afghanistan dans le dispositif de la doctrine Monroe américaine.
En même temps, cette question du fondamentalisme est très importante puisque dans les sociétés arabes elles-mêmes, les monocraties arabes avaient été constituées d'un rameau des pétromonarchies, d'un autre des nationalismes arabes, mais le troisième était des fondamentalistes religieux qui avaient un islam rigoriste qui ne refuse pas nécessairement la modernité parce que vous allez avoir des nuances entre le modèle saoudien, le modèle qatari, ou le modèle des Émiratis, ou le modèle du Pakistan, ou encore même le modèle iranien, ou le modèle turc. Donc vous avez des visions différentes de la question fondamentaliste. Il se trouve que l'administration américaine, pendant un laps de temps, les néocons américains vont instrumentaliser les talibans et vont même flirter avec Ben Laden. Tout cela est expliqué dans mon film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, dans laquelle on montre comment cette nébuleuse s'est mise en place et comment on a essayé d'instrumentaliser ce phénomène. Cette instrumentalisation s'est faite d'ailleurs déjà beaucoup plus longtemps par les services britanniques de ceux qui étaient les frères musulmans, donc Saïd Qutb, Hassan el-Banna en Égypte. Et donc ce sont sur ces modèles qu'on va plus ou moins instrumentaliser cela. En même temps, la situation de paupérisation, de pauvreté et de sous-développement, mais aussi la nostalgie des espaces de khalifa dans nos sociétés musulmanes, ici même dans la sous-région, va aussi être un terreau fertile pour accueillir et réceptionner dans ce phénomène de médrasa ces grilles fondamentalistes. Donc, il va y avoir un effet ruissellement à partir de l'Algérie, de la Tunisie, un peu du moindre mesure du Maroc, de la Mauritanie, mais aussi des autres péninsules arabo-islamiques et même allant jusqu'au Pakistan et la Turquie. Donc, ces éléments se sont infiltrés dans cette géopolitique du chaos qui est le djihadisme international et ces pays vont imploser. Dans mon film, je vous montre qu'en réalité, les dispositifs coloniaux et néocoloniaux se conjuguent à cette situation. Par exemple, la question de l'Azawad a été défendue par Houphouët-Boigny lui-même avec Mesmer à l'époque de la création de cet État tampon entre l'Algérie et le Mali d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi la question du Mali est fondamentale. Ce n'est pas seulement la question de notre fédération qui explose, c'est aussi le fait que dans les sociétés maliennes, il y a des gens qui préfèrent donner leurs enfants pour la perspective de khalifa avec ces djihadistes. Il y a aussi la pauvreté qui amène ces jeunes à pouvoir transiger dans ces espaces. Donc, d'une façon, on peut dire qu'il y a une djihadisation des délinquants, mais aussi des délinquants qui se djihadisent, puisque la capacité d'avoir des armes, une moto, de pouvoir rançonner, etc., donne de l'argent, la possibilité d'avoir accès à des prébendes des espaces miniers des orpailleurs en est une autre. Ce sont dans ces circonstances que le dispositif de l'OTAN a essayé de geler la zone en donnant donc le mal alpha, les Américains, donnent à la France la préséance sur l'espace. Et là, c'est l'occasion d'expliquer la France-Afrique, parce que la France-Afrique n'est pas la France. Et c'est ce dispositif France-Afrique qui n'en finit pas de mourir, qui se désagrège, et qui va amener la génération de Hollande, de celle de Sarkozy, qui s'affrontent sur le même espace du Mali, qui est différente de celle de Macron. Dans tous les cas, les différents coups d'État qu'il va y avoir au Mali vont montrer effectivement que la classe politique malienne avait déjà été relativement corrompue. L'armée était envoyée au casse-pipe sans avoir même les moyens d'aller les affronter. Et les revendications irrédentistes des Amazirs, Touaregs et des musulmans fondamentalistes se sont conjuguées sur la partition de cet espace riche en or. Et dans le discours général, c'est la France qui a des intérêts économiques au Mali. Dans les faits, la France a très peu d'intérêts économiques au Mali. C'est que, dans ce que je sais de vous expliquer, c'est que la France elle-même a changé. Là, les gens vont par exemple attaquer Total, mais Total, ce n'est pratiquement plus français. Ce n'est que 5% qui appartient aux Français dans Total. Donc, pendant ce phénomène de financiarisation, il y a un changement de la donne dans l'économie monde et un changement même de nos systèmes économiques locaux comme au niveau mondial. Et donc apparaissent effectivement une classe politique financière africaine qui investit en Chine, qui investit en Occident, qui est réceptacle des investissements extérieurs et qui profite de sa concomitance avec l'État pour pouvoir véritablement grandir et augmenter sa massification. Et effectivement,
il y a aujourd'hui des milliardaires africains, il y a même l'idée d'un africapitalisme assez abondant qui a même récupéré le discours panafricain et qui aujourd'hui est derrière le projet de l'ASLECAF qui, à mon sens, n'est pas le plan de continent qu'il faudrait faire. Alors, la rupture essentielle avec ce modèle passe par la compréhension, à la fois, comme je l'ai expliqué, de la nature du système monde, qui est un monde qui fonctionne sur un modèle de développement que j'ai appelé l'espace du mégalo-ensemble, qui a introduit depuis la première ère, qui est donc que j'ai décrite comme l'ère anthropocène, l'arrivée de l'homme, etc., vers la seconde ère, qui est l'ère capitalocène, où le mode de production et le mode de consommation ne sont plus viables écologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de pouvoir sauver la masse anthropique. Nous produisons, nous consommons plus que ce que la Terre est capable de régénérer. Et donc, l'espèce humaine est en danger. Pas la Terre, mais en tout cas, principalement l'espèce humaine. Et donc, c'est le moment de questionner le mode de développement, de revenir sur la question du mode de développement, qui, comme le dit Ritz, est en fait un certain nombre de pratiques contradictoires qui, pour assurer la reproduction sociale, doit détruire l'environnement, détruire les relations sociales pour répondre à la demande solvable. Et c'est ça, véritablement, le développement tel qu'il a été infléchi dans le mégalo-ensemble, même si, par-ci, par-là, on vous dit c'est un peu de croissance, ce sont les besoins essentiels, etc. Donc, il nous faut réinventer, sous la forme de l'équilibre, ce que devrait être un développement en cherchant une acception, si possible, africaine, en redécouvrant la question des biens communs, en redécouvrant notre conception du patrimoine indivise, ce qui n'exclut pas la propriété privée, mais de revoir le problème de répartition au niveau du continent et de voir comment peut-on aller vers un État fédéral. Et pour ça, il faut revenir aux conceptions d'un développement autocentré, c'est-à-dire avoir la capacité de maîtriser notre accumulation à partir d'abord de l'autosuffisance alimentaire. Vous le voyez avec l'inflation, les biens importés, peut-on manger et produire localement. J'ai demandé à une maison locale sénégalaise de nous envoyer tout à l'heure des produits locaux transformés localement avec nos transformatrices, nos productrices, des choses qu'on regarde de haut, que pourtant les Occidentaux achètent à grand prix sous le bio et équitable, mais qui ne sont pas consommées par nos populations par problème d'aliénation et par problème de complexe. Et pourtant, c'est de là qu'est la solution. Donc, un système vivrier d'autosuffisance alimentaire, je ne dis pas de souveraineté, un système d'autosuffisance alimentaire. Cette maîtrise pose immédiatement la question de la condition paysanne. C'est la première chose qu'il faut régler, la condition paysanne africaine, redonner le pouvoir d'achat et de production à nos paysans en créant un espace de réforme agraire et un accès à une modernisation de l'agriculture familiale qui soit accessible. Si on ne réussit pas cela, nous allons vers des grandes périodes de disette et des grands problèmes au niveau de la satisfaction des besoins alimentaires. C'est le problème du siècle qu'il faut résoudre. Le second problème, c'est la maîtrise de nos ressources naturelles, la capacité de les garder en réserve, de les transiger avec autrui ou de choisir nous-mêmes nos ressources et surtout d'avoir une marge de manœuvre plus grande que les redevances qu'on nous donne comme firmes multinationales. Pour l'instant, la plupart de nos pays ont entre 4 à 10% lorsque c'est le plus généreux pour pouvoir avoir accès à ces ressources. Donc, comment élargir la marge de manœuvre de ces ressources et ces matières premières et comment assurer leur redistribution à la société dans des dépenses sociales. Parce que ces dépenses sociales, dans le système de santé, on l'a vu avec la crise du Covid, dans l'éducation, sont les éléments qui vont permettre de générer ce poids incroyable qu'est l'espoir de nos continents, c'est-à-dire notre démographie et notre jeunesse. Si cette jeunesse n'a pas accès à cette répartition, si cette jeunesse n'a pas accès à la possibilité de l'employabilité dans ces secteurs, en fait, on comprend le sacrifice qui est fait de sa condition. C'est la question de la maîtrise des technologies. Non pas nécessairement les technologies de pointe, mais de reprendre des technologies frappées d'obsolescence à nos rythmes, de pouvoir se développer par des niches dans des secteurs productifs, en modernisant toutes les séquences qui préparent et transforment l'agriculture, permettent dans les paysages périurbains des énergies renouvelables, de pouvoir vivre les satisfactions d'un bien-être, le traitement de l'eau, l'assainissement de l'eau, la puériculture, etc., etc.
Si ces technologies appropriées ne sont pas harnachées, nous sommes continuellement dans la dépendance de ces aspects technologiques. La question de la maîtrise de notre autodéfense, elle est cruciale. Comme je vous ai dit, nous, pendant qu'on dort au gaz, les forces étrangères occupent le territoire. Donc il y a aujourd'hui un regain de rivalité, comme vous l'avez avec l'arrivée des Russes en République centrafricaine et au Mali, le départ présumé des Français, le redéploiement des Américains, des Français, l'arrivée des Allemands, des Canadiens, etc. Bon, c'est ce que les Anglais appelaient le scramble à l'époque de la colonisation. Que font les Africains à ce moment et que fait l'Union africaine? Là, il est très important qu'il y ait une réflexion sur le processus d'institutionnalisation de l'Union africaine, de comprendre quel est véritablement le travail de la Commission. Dans une journée aujourd'hui, les Africains doivent réfléchir sur quelle est leur organisation, quel est son horizon de vie viable. Comme vous le savez, l'agenda 2063 est un agenda incantatoire. Si vous le lisez bien, on nous prédisait la fin des conflits en 2020 et toutes sortes de bonnes choses, toutes bien sûr intéressantes, mais volontaristes et incantatoires. Il y a donc une déconnexion entre ceux qui nous dirigent dans ces instances-là et qui sont dans une représentativité et le caractère de la praxis, de la mise en valeur de cela. C'est pour ça que nous préconisons le Panafrique central, c'est-à-dire à la fois un retour sur nos africanités. Dans l'espace de l'Afrique centrale, c'est le Ubuntu, c'est aller chercher l'équilibre de la maths, de la justice sociale et de l'intégrité. Retrouver les valeurs qui nous distinguent des sociétés orientales et occidentales. Qu'est-ce qui fait notre africanité? Donc que chacun de nous réfléchisse à qu'est-ce qui est notre africanité et qu'est-ce qui pourrait encore être réutilisé dans ce sursaut qui n'exclut pas la modernité, au contraire, qui est moderne et qu'il faut se rendre compte que c'est une modernité possible et qu'elle est éminemment politique. Et donc, à ce moment, c'est réinventer de nouvelles formes du politique à partir de nos africanités, dans ce sens du panafricentrage, basé sur un élan panafricain, expliquer aux peuples du Maghreb qui sont africains, c'est un travail extrêmement important, expliquer aux camarades pan-négristes que la question n'est pas seulement d'être noir, mais d'être d'avant tout africain. Donc il y a ce glissement suprémaciste dont il faut se départir et dont Cheikh Anta Diop nous avait prémunis. Et donc créer une démarche synergique pour aller vers cette construction. Et ça, cette maîtrise, elle est essentielle dans la mesure où le jour où nous allons vers une édification, même d'une confédération, avec des pouvoirs supranationaux qui sont laissés à cette instance, effectivement, les micro-États que vous voyez seront moins fiables. Donc, avoir un passeport panafricain, c'est aujourd'hui à l'ordre du jour, mais vous voyez bien que la circulation du capital, la circulation des marchandises précède la circulation des êtres humains dans ce globe. Instruire les enfants à partir d'une langue africaine qui serait reconnue, apprise très tôt, par exemple le Swahili, qui est une langue que tous les musulmans pourront avoir, tous les gens du bassin de l'Afrique centrale auront une grande facilité. Donc, en l'espace d'une génération, on pourra pérorer, parler, négocier et se faire respecter dans les instances internationales à partir d'une langue usuelle qui est parlée par tout le continent. Donc, il y a plusieurs éléments comme cela qui sont les pas vers l'édification d'un grand espace. Maintenant, ce processus institutionnel que les Européens ont réussi, il y en a qui disent que ce n'est pas à notre portée. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas le faire. Et je crois que là, il faut vraiment être très éveillé sur le fait que l'ordre mondial, ce système monde, veut l'Afrique sans les Africains. C'est-à-dire, c'est une Afrique des ressources, quitte à les laisser en réserve. D'accord? Parce qu'il y a un caractère qui n'est pas immédiatement rentable, qui donne l'impression que ces ressources ne sont pas intéressées pour le grand capital. En réalité, le grand capital a un intérêt marquant. Et là, la boulimie de la Chine et de l'Inde et leur taux de croissance montrent très très bien que même si nous sommes des anomalies géologiques, nous ne pourrons pas satisfaire à leurs propres besoins, a fortiori défendre nos propres intérêts et nous développer avec nos propres moyens. Dans un pays comme le Sénégal, il est aberrant de voir que nos ressources sont gaspillées, que des milliards de mètres cubes d'eau se déversent dans l'océan alors qu'ils pourraient être réorientés et verdir le pays. Et qu'on ne nous dise pas que c'est un agrément avec la Mauritanie. On peut même laisser 60% de l'eau à la Mauritanie.
et harnacher avec 40% notre économie et reverdir toute la vallée et aujourd'hui avoir une autosuffisance alimentaire. Donc, je crois que, sans vouloir être trop long, j'ai voulu, en espace de quelques minutes, essayer de vulgariser pour vous montrer que dans une date symbolique comme celle-ci, un groupe comme le nôtre a toujours essayé d'expliquer qu'il est à notre portée, lorsque nous sommes unis, de lutter, même à contre-courant, avec de faibles moyens. Nous avons réussi à lutter contre la France-Afrique dans le procès Sankara avec une vingtaine d'avocats pendant 25 ans. C'est dans le temps long, mais en réalité, ce n'est rien par rapport aux nombreux cas d'impunité. J'ai ici des cartes postales pour nos membres et les camarades qui sont venus. Ils sont à l'effigie des martyrs africains. Que ce soit les Cabral, les Lumumba, etc., tous ces gens sont morts en toute impunité. C'est pour ça que nous avons fait la question de l'impunité, elle est importante. Elle n'est pas que dans l'impunité du meurtre de ces gens, elle est dans l'impunité des firmes multinationales qui pillent, qui dégradent l'environnement, qui exploitent les gens, etc. C'est ça, cette impunité qu'il faut extirper. Elle est dans l'impunité des gens qui volent l'argent du continent, qui transfèrent à l'extérieur les avoirs de la population et qui devraient profiter à cette population. Cette impunité qui leur permet de violer leur propre constitution, de rester en selle indéfiniment au pouvoir. Si donc les Africains ne comprennent pas, en dehors de ces moments commémoratifs, que ces choses sont à notre portée, donc ne croyons pas que ce n'est pas à notre portée. Ce développement est possible, il est à notre portée, mais il prend une certaine forme d'audace, il prend, surtout à la jeunesse, une capacité d'harnacher le savoir scientifique. Il suppose de sortir de l'explication de l'enchantement et de l'obscurantisme. L'obscurantisme est la régression qui aujourd'hui est la plus en vogue. Vous avez des églises différentes, des confréries différentes qui prolifèrent parce que vous avez une perte de sens et de désarroi. Et les populations dans le sous-développement s'accrochent à ces mécanismes comme des bouées. Mais comme je l'avais expliqué au préalable, le développement lui-même, il est né à partir du moment où l'être humain comprend qu'il est le maître de l'histoire, que cette histoire n'est pas écrite, que c'est lui qui la transforme. Et dans cette transformation, il faut qu'il transforme, et principalement les hommes, et je m'adresse aux hommes, c'est le changement des mentalités masculines qui va permettre une intelligence du processus de développement. Parce que nous avons enfermé nos sœurs dans un mécanisme machiste qui les empêche de s'épanouir. Et donc, dans les développements que nous prenons, nous passons la femme au cœur du dispositif, au cœur du système de l'agriculture, au cœur du système de décision politique. Et en faisant cela, nous savons très bien que nous heurtons de plein fouet des systèmes misogynes qui se cachent derrière l'obscurantisme religieux ou des interprétations pour confiner la femme à son rôle d'objet et de reproduction. Et c'est en libérant la femme à ce moment que l'Afrique va aller vers le panafricanisme, et sans la femme, elle n'arrivera jamais à cette destination. Et voilà pourquoi des gens comme Thomas Sankara et Nyerere avaient compris que ce n'était pas la femme que ça allait se faire. Donc en éduquant dès le début le garçon et la fille sur des bases strictement égalitaires, en dotant la femme de toutes les capacités d'accéder au système de décision, et ce n'est pas seulement par des formes de parité, c'est en regardant ce qui dans notre culture, comme tard, vient retarder l'épanouissement de la femme, de notre sœur, de notre mère. C'est ça qui va véritablement changer l'ordre de l'Afrique dans une acception contemporaine. Et donc c'est ce monde qui est en train de se bouleverser, que l'Afrique doit confronter. Et le 21e siècle est un monde extrêmement dangereux. Et comme vous le voyez dans cette guerre en Europe, en Ukraine, le changement de la donne et le basculement vers le clan de Shanghai, donc un monde où peut-être la génération des jeunes d'aujourd'hui vont devoir parler Chinglish, c'est ce monde qui est en train de se construire. Et tant et aussi longtemps que le capital chinois est maître de ses finances, l'Occident ne sera pas tranquille parce qu'il voudra libéraliser le système financier. Mais le jour où la Chine fera l'erreur de complètement libéraliser le système financier, à ce moment, ce qui va se passer, c'est que le capitalisme va être revigoré. Mais si la Chine résiste et continue à avoir une sorte d'état social basé sur sa classe moyenne et qu'elle essaye de transiger dans un rapport dont les Africains doivent développer un rapport de partenariat et non pas un rapport de dépendance, si l'Afrique redécouvre
l'espace sud-sud, dans l'acception tricontinentale, en allant chercher au Vietnam, au Brésil, dans les autres formes et dans nos propres technologies, les formes de coopération, en remettant en question la coopération internationale, à ce moment, il est possible que le désengagement sélectif de l'Afrique et une autonomie collective du continent amènent l'Afrique au XXIe siècle dans une autre trajectoire. Du moins, moi, je crois que ça, c'est possible. Je ne sais pas si je le verrai, mais c'est pour ça que nous luttons. C'est pour ça que nous croyons que les jeunes ont une responsabilité historique fondamentale. Le néolibéralisme les a dépolitisés, mais beaucoup aujourd'hui se redépolitisent et repolitisent par indignation. Il faut dépasser le stade de l'indignation. Il faut vraiment s'armer de science, et c'est pour ça que les membres que nous avons, et j'ai la chance que nous avons d'avoir Diallo Diop ici avec nous, qui a préfacé le petit fascicule sur Cheikh Anta Diop. Il y a d'autres fascicules qui sont à notre disposition, donc j'en appelle à nos membres pour lesquels cette conférence a été faite, de vraiment s'instruire à partir de ces fascicules, d'aller un peu plus maintenant, aller vers la complexité. Vous savez que même quand vous vieillissez, c'est quand vous lisez les choses qui sont complexes que vous vieillissez moins. Okay? Si vous êtes là à regarder des téléromans idiots, là, vous vieillissez vite. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas seulement en mangeant, en dormir, c'est que le cerveau, il doit affronter la complexité. Il doit trouver des solutions. Et c'est pour ça que les sages d'avant, ils savaient tant de choses, parce qu'en réalité, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une question de société gérontocratique, c'est qu'ils continuent à solutionner les problèmes des sociétés que les jeunes ne solutionnaient pas. Aujourd'hui, nous avons une majorité de jeunes, c'est-à-dire que nous avons des pays avec des taux de démographie, pays comme le Niger, où l'essentiel de la population a moins de 30 ans. Donc, il faut trouver des solutions. Et ça passe par la politisation de ces jeunes, leur responsabilisation, donc de participer aux mécanismes de décision, de comprendre la complexité de l'ordre mondial dans lequel nous sommes, de comprendre la nature du système monde, et de pousser véritablement vers une autre forme de coopération qui soit pour un monde polycentrique, pour un monde beaucoup plus ouvert, basé sur la défense des biens communs, nos gènes, l'eau, l'espace, la mer, des choses qui devraient retrouver à l'ère du bien commun, de limiter les espaces de la privatisation qui sont là pour le profit et ne pensent pas au bien commun, à moins que de l'accaparer sous la fadaise que c'est eux qui font les services mieux que l'État. Cet État peut être responsable si le peuple s'implique. Et voilà pourquoi la démocratie, si elle existe, c'est la capacité de n'importe qui d'entre nous de diriger. Ça veut dire qu'en réalité, on pourrait même faire un tirage au sort dans la population pour avoir nos députés, pour avoir nos ministres, et qu'ils soient révocables. Parce que si vous êtes en bonne santé mentale, il n'y a aucune raison de ne pas être capable de gérer votre avenir et celui de vos enfants. Et c'est cette même responsabilité familiale qui est à l'échelle de l'État. Donc la démocratie, au sens étymologique, c'est vraiment l'idée que tout le monde, le peuple, peut diriger. Et donc si ça c'est vrai, ce sont les mécanismes institutionnels qu'il faut réfléchir et restructurer. Sans tripatouillage des constitutions, sans règne indéfini au pouvoir, sans prévarication et détournement des deniers publics, et poser la question de l'intégrité, poser la question de la solidarité, poser la question de l'égalité au cœur des dispositifs et embrasser en zénophile nos sociétés africaines, se mélanger et pouvoir avancer. Et je crois que certains ont compris cela. Moi, par exemple, je suis le fils d'un Sénégalais et d'une Égyptienne. C'est la preuve que le panafricanisme existe. Mon père a fui le Sénégal, il est devenu Congolais. Il s'est retrouvé au Congo et en Égypte pour représenter la famille Lumumba. C'est lui qui a sorti les enfants lorsqu'on les a tués. Donc, dans notre lignée, cette chose-là n'a jamais été un problème. On a toujours su que la panafricanité était possible. Et aujourd'hui, il y a des milliers de gens comme moi qui existent sur le continent et c'est ça la voie de l'avenir. C'est de dépasser nos micronations, de se rendre compte que la viabilité de ce continent, s'il se mettait véritablement en position, va changer le XXIe siècle. Si on ne le fait pas, mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que nous allons nous faire phagocyter, la paupérisation va s'accroître, les archipels de richesse vont continuer, les gate communities, donc des gens vont être éminemment riches, mais déconnectés du corpus social. Et ce système plutocratique d'oligarchie qui dirige le système monde d'aujourd'hui, qui est effectivement celui qui dicte la mondialisation, et c'est des chiffres absolument aberrants, où 1% de l'humanité dispose de l'essentiel des avoirs de l'humanité, ça, ce système n'est pas viable. Il sera vomi par l'histoire, et les Africains doivent se réveiller. Hélas, cette journée, aujourd'hui,
Elle aurait dû être fériée dans tous les pays africains. Elle est ignorée par la plupart de nos pays. Elle est complètement passée sous silence dans nos médias, qui sont complaisants, pour ne pas dire complices, de ces enjeux, parce que s'ils les posaient, ils se retrouveraient effectivement devant leurs responsabilités historiques. Et donc c'est ce long travail que le GRILA a essayé de faire à travers ces collectifs, et nous sommes venus ici en grande fraternité voir les camarades de notre section, en espérant qu'ils vont pouvoir se rendre compte de leur capacité, de leur potentiel, et de participer à l'édification de ce travail en synergie avec toutes les autres forces et les autres camarades des autres formations politiques qui ressemblent un peu aux nôtres. Dans un avenir prochain, j'espère que nous aurons une nationalité panafricaine, un passeport panafricain. J'espère, Ouzin, j'espère, Bousso, que vous aurez ce passeport. J'espère que vous pourriez voyager, être reconnu à l'extérieur avec ce passeport, que vos enfants peuvent dire fièrement « je suis panafricain » et ça, c'est votre identité. Ce jour est proche, mais il faut travailler pour ça. Je vous remercie.